Ma classe, elle est bizarre. D'ailleurs, peut-être que vos réunions, peut-être que vos façons de travailler pourraient s'en inspirer un peu, pas la copier. Mes étudiants, n'attendent pas que je leur transmette le cours. Enfin, ils n'attendent plus que je leur transmette le cours. Ils apprennent par eux-mêmes. Et pour cela, je les fais travailler ensemble avec des méthodes qu'on appelle des méthodes de co-design, coworking, design thinking, des méthodes qui ne sont pas habituellement utilisées à l'université. Par contre, ce sont des méthodes utilisées par les designers, les architectes, d'autres types de formations, mais pas par les maths, physique, chimie, économie, gestion, tous les domaines qui sont enseignés dans mon université. Donc, les gens qui veulent apprendre, bien souvent attendent qu'il y ait un spécialiste, un expert qui vienne leur dire ce qu'il faut savoir. Et lorsqu'on veut travailler ensemble et faire que les gens apprennent ensemble, il faut oser sortir de sa position d'expert. Moi, je suis professeur d'université, comme on l'a rappelé. 25 à 30 ans d'enseignement, de recherche médicale. Je m'y connais en bactéries, en levures, en chromosomes. Par contre, est-ce que vous avez forcément envie d'apprendre tel que je vous l'enseigne ? Est-ce que quand vous faites une formation continue, si vous voulez vous remettre à niveau dans des domaines, vous avez forcément envie de passer des journées entières à écouter des experts ? Ou est-ce qu'on peut aussi apprendre ensemble ? C'est le principe de la classe renversée, où c'est du do-it-yourself. Je connecte les cerveaux entre eux et je leur dis, vous êtes 50 étudiants, admettons que vous soyez mes 50 collaborateurs, si je connecte vos 50 cerveaux entre vous, vous êtes capable de produire quelque chose qui peut être du même niveau que ce que moi, je suis capable de vous transmettre. La connaissance, elle se trouve partout. Aujourd'hui, avec le web, les big data et tout ce que vous imaginez, c'est très facile. Je peux vous poser n'importe quelle question maintenant. La date de naissance de telle personne, qu'a découvert telle autre personne, quelle est la formule de telle molécule. Vous êtes capable, en vous connectant, d'avoir l'information. Mais comment est-ce qu'on trie cette information ? Avec discernement. Comment est-ce qu'on choisit, qu'on référence ? Ça, c'est autre chose. Donc mes étudiants arrêtent d'être des consommateurs. Je leur envoie tout le cours, ils apprennent tout ça par cœur et après je vérifie leurs connaissances. On le fait encore, bien sûr, mais on ne fait plus ça à 100%. Et dans l'entreprise, c'est la même chose. Souvent, on consomme de l'information, on consomme des choses, et puis on se demande comment on peut l'appliquer. Alors que vous avez la possibilité, en vous connectant, parce qu'on appelle de l'intelligence co-élaborative, je préfère intelligence co-élaborative qu'intelligence collective. Il y a une petite différence entre les deux, sans rentrer dans le détail. L'intelligence collective, elle se met en place assez naturellement. Vous mettez des gens différents ensemble, ils sont capables, si vous leur donnez un sujet à découvrir, d'apprendre ensemble. Par contre, l'intelligence co-élaborative, il y a des méthodologies, des méthodes d'exercice, design thinking, de la divergence, de la convergence, des choses que nous, les universitaires, on a découvert récemment. On va mettre en réseau ces cerveaux de manière à ce que l'apprentissage se fasse aussi de manière collective. Et là, on va toucher une notion qui est intéressante, qui est celle de la communauté apprenante. Autrement dit, vous pouvez aussi apprendre des autres d'une certaine manière en partageant de l'information et pas juste j'apprends tout seul. Je peux vous expliquer comment fonctionne un anticorps, un antigène, des gènes, des chromosomes, mais je n'ai pas écrit de grands ouvrages sur les communautés apprenantes. Par contre, je le pratique. Dans mon université, depuis 5 à 6 ans, on a créé une design thinking, c'est une sorte de design school plutôt, dans laquelle on va utiliser ces méthodes pour que les enseignants, les ingénieurs, l'administration, tout le relationnel entreprise que l'on a, intègrent ces méthodologies de coworking. Vous voulez innover dans le management, vous avez envie que ça se passe un peu différemment, il y a trop de top-down, il y a trop de silos. Vous n'avez pas envie de faire juste de l'entreprise complètement libérée, du lean management, vous voyez des modèles qui vous intéressent. Comment est-ce que je peux apprendre à changer un peu mon mode de management en faisant un peu un croisement entre les deux ? Donc nous le faisons pour nous-mêmes et nous travaillons avec beaucoup d'entreprises qui viennent apprendre avec nous sur cette nouvelle façon d'échanger de la connaissance. Donc ces méthodes, ce sont des ateliers par exemple dans lesquels on va produire des choses mais en même temps on va apprendre du contenu. Donc ça peut s'utiliser à l'université avec des étudiants, ça s'utilise beaucoup aussi avec des collaborateurs dans des cadres assez différents. J'ai parlé d'innover en produit, en service ou en management, mais parfois c'est pas innover, c'est juste résoudre un problème. Exemple, comment est-ce que je peux réduire le temps de réunion et puis rendre ces réunions plus efficaces ? Comment je peux réduire moi en classe le temps de cours et rendre mes cours moins ennuyeux ? La gestion du temps, la façon de gérer le temps. Comment est-ce qu'on peut apprendre des autres de manière à résoudre des problèmes ? Parce que vous pouvez avoir envie d'apprendre juste pour connaître un peu plus, mais vous pouvez aussi avoir envie d'apprendre pour tout de suite appliquer, fabriquer quelque chose.
Donc ce qui est intéressant, c'est pas tellement la quantité de choses qu'on apprend, mais c'est la façon dont on mobilise cette connaissance et ce qu'on en fait. Vous savez, moi j'ai des étudiants, ça ne va pas vous surprendre, hein, mais ils sont capables d'apprendre, de comprendre, de réciter, d'avoir de bonnes notes. Mais ils ne sont pas capables de mobiliser des connaissances et d'en faire des choses. La preuve, c'est que j'ai certains élèves, quand je leur dis, voilà, vous avez 18 sur 20, très bien, ah pourquoi vous m'avez retiré 2 points? Ben, il manquait telle chose, oui, mais ce n'était pas au programme. Ah bon? Ah oui, vous avez posé une question difficile, on ne l'avait pas vue en classe. Ben oui, mais plus tard, dans l'entreprise ou en stage, ton patron, il ne va pas te payer pour que tu lui donnes des réponses qu'il connaît. C'est-à-dire qu'il ne va pas te donner des euros ou des dollars ou autres en échange d'une restitution d'une connaissance qu'il t'a transmise. 99% de ce qu'il va te demander, il ne le sait pas, on ne le sait pas, on te paye pour ça. Et donc déjà, dans l'université, mais c'est vrai aussi dans les lycées, les collèges, il n'y a pas que dans l'enseignement supérieur, on met les étudiants en situation d'essayer d'apprendre aussi ensemble par eux-mêmes et pas juste de capitaliser une quantité de connaissances transmises par l'enseignant.